Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 38e épisode numéro 37. Nous sommes le 24 mars 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Julien Durillon. Bonjour Julien Durillon, qui êtes-vous ? Bonjour Laurent Deguin. Je suis Julien Durillon, un des cofondateurs de Clever Cloud et on fait des oreilles de lapin, c'est très radiophonique. Et voilà, en ce moment je fais du code qui fait des factures. Et je suis aussi accompagné de Quentin Adam. Bonjour Quentin Adam, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis un mec qui a essayé de jongler avec des couteaux. Eh ben, je vous le dis, il faut pas le faire. Tu passes la demi-journée à la clinique de la main, t'as mal, enfin, tout ça. Faut pas jouer avec les couteaux. Après, si tu as été aux urgences comme moi, l'avantage, c'est qu'en temps de Covid, tu passes hyper vite. Ouais, mais là, c'est les urgences de la clinique de la main. Alors à Nantes, on a un truc qui ne fait que les mimines. Et c'est bien, hein, en vrai, parce que en fait, il faut pas se blesser les mains, parce qu'en fait, c'est la même gaine de nerf sur toute la main. Et donc, si jamais vous avez une infection dans la gaine de nerf, ça peut merder. Il y a un mec dans notre espace de coworking, il rangeait ses couteaux comme ça, il s'est merdé avec un couteau sale, et en fait, il a pas fait attention, et en fait, ça a infecté la gaine de nerf, et ils ont fini par lui amputer un doigt, quand même. Ah ouais. Ouais, la sale affaire, quand même. Un mec qui se fait une estafilade avec un couteau, quoi. Bon, ne le faites pas. Voilà. Et je suis aussi accompagné de Jérôme Nicole. Bonjour Jérôme Nicole, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis un fabricant de réseau en ce moment avec Rapid Space qui fait de la 5G dans le cloud. Awesome. Alors, on commence tout de suite sans préalable parce que, en fait, si je vais préalabliser, c'est notre 5e essai aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Alors, on croise les doigts et on y va. Donc, après ce petit préambule, parlons de Discord et de Microsoft. Microsoft serait en lice pour acheter Discord. Ça a fait pas mal de bruit sur Twitter cette semaine. À une somme de 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est plus ou moins que quand Microsoft a racheté GitHub ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus intéressant ou pas que de racheter GitHub ? J'ai bien mon avis sur la question. Non. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si, ça a vachement de sens. D'abord, ils ont tous les gamers dans le réseau Xbox, Xena, tout ça. Enfin, genre, ils ont beaucoup de sujets sur le gaming. Et ensuite, Discord, c'est quand même une très belle technologie de plateforme de discussion audio, vidéo, textuelle, machin, qui pourrait profiter de façon avantageuse à Teams. Et moi, en fait, fondamentalement, tu dégages Teams au profit de Discord ou juste la techno Teams, tu vois, au profit de Discord. Moi, je danse la lambada, hein, parce qu'à chaque fois que je colle un grand groupe en Teams, j'ai envie de penser au suicide quand même. Enfin, tu vois, genre. Alors, c'est ça qui est amusant, c'est que la dernière fois qu'ils ont eu la possibilité de faire ça en achetant Skype, ils l'ont pas fait. Que va-t-il se passer ? Mais Discord, ils sont toujours en process pour faire leur IPO, hein, par contre. Alors en fait, c'est des rumeurs, mais pour l'instant, il n'y a pas d'accord de trouver. Enfin, c'est une rumeur, quoi. Pour l'instant, Discord, ils vont à l'entrée en bourse. Pour l'instant, c'est ça le plan. Hein. Ça pourrait tout aussi bien être une intox justement pour essayer de pumper l'IPO. Donc, faut rester raisonnable aussi. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt structurant pour Microsoft à mettre la main sur Discord ? Le gaming, c'est pas forcément le marché sur lequel ils vont faire le plus de fric sur le côté plateforme de com. Absolument. Ouais, après, ça, si tu veux, en termes de réseau social, Discord prend une part de voix. En termes de réseau social, également chez les développeurs, Discord, il y a aussi des gros serveurs de développeurs, donc ça pourrait join aussi avec GitHub. Enfin, il y a beaucoup de choses que Microsoft pourrait faire en utilisant Discord. Il y a la partie gaming, il y a la partie développeur code, où clairement il y aurait des interactions à faire autour de GitHub et tu vois, d'aller chatouiller Gitter / Element, tu vois, sur ce marché-là. Il y a tout le marché B2B aussi où il y a un vrai concurrent à Slack à monter, voilà. En vrai, je trouve que le deal a énormément de sens dans l'absolu. Il me fait pas spécialement plaisir parce que j'aime pas la concentration autour des GAFAM, mais en vrai, je trouve que ça a du sens. Après, est-ce que ça peut pas être de l'intox pour faire monter les valeurs sur l'IPO ? Si, possible aussi, hein. J'en sais rien. Ok, l'avenir nous le dira. Nous passons au lien suivant. On va parler de semi-conducteurs et de souveraineté. C'est un lien de Quentin Adam. Et c'est un lien qui décrit un peu déjà qui sont les principaux players dans le monde de la fonderie de semi-conducteurs dans le monde.
Et qui est-ce qu'on a comme champion en Europe et à quelle place? Et le paysage est pas ouf pour nous. Ouais, en fait, c'est un article de Olivier Ezrati. Donc ce qu'il faut bien voir sur donc le blog d'Olivier Ezrati en général c'est des articles très poussés. Quand il parle d'un marché, en général c'est un article long avec beaucoup de stats, en général il a fait un vrai gros travail de recherche Olivier. Et le monsieur est quoi? Il est économiste ou il est Non, à la base c'était je crois de mémoire, c'était le premier patron marketing de Microsoft France. Et en fait aujourd'hui il fait du conseil, il siège dans des boards, il accompagne des gens, il a une activité un peu freelance de globalement ce qui lui plaît. Et il fait souvent des rapports. Donc, historiquement, il fait toujours un rapport du CES, qui est toujours un truc très documenté, très fouillé, qui t'évite d'aller au CES. Donc, tu t'épargnes quelque chose d'assez pénible en lisant le blog d'Olivier. Il fait des rapports sur plusieurs trucs, et je pense qu'il fait des rapports aussi privés pour des boîtes. Et il en fait des longs. Après, des fois, il y a des gens qui financent des rapports pour d'autres. Il a fait un rapport qui s'appelle Comprendre l'informatique quantique, par exemple, qui a un book de 700 pages quand même. Enfin, c'est un gros boulot qu'il a fait, qui est assez intéressant. Il a fait un truc aussi sur les usages de l'intelligence artificielle. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de boulot, de documentation assez poussée. Et là, c'est un article de blog où il parle en fait du plan. En fait, il y a un European Initiative on Processor and Semiconductor Technology, qui est une espèce de plan détaillé de l'Europe de 145 milliards sur 3 ans, en disant fondamentalement, il y a quand même un problème de fric mis dans le semi-conducteur en Europe. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce rapport, qui est assez bien construit pour se rendre compte un peu de l'état du marché, c'est de dire que si tu divises si tu divises le marché en 4 dans le semi-conducteur, tu as ce qu'on appelle le logique, donc c'est essentiellement les processeurs, où là l'Europe est quasiment inexistante et le gros du marché c'est les US et les autres continents sont assez calmes. T'as la Corée qui bouge, t'as le Japon, t'as la Chine, t'as Taïwan évidemment, Taïwan qui est quand même un tout petit état, a quand même 10% de ce marché-là, mais en clair là le marché c'est Nvidia, Intel, Broadcom et Qualcomm, mais bon c'est quand même Intel, Nvidia et voilà. T'as l'analogue qui sont tous les devices d'acquisition et compagnie, et ça c'est beaucoup de microcapteurs et c'est ce genre de choses, et ça c'est Texas Instruments qui a une grosse part de marché. Et après t'as ce qu'on appelle la memory, donc ça c'est le stockage, et ça bon, ça c'est l'Asie, ça je vais pas essayer de vous le vendre autrement. T'as la Corée, le Japon, Taïwan, Samsung, machin. ouais. Et t'as ce qu'on appelle discret. En clair, ça c'est les microchips discrets, où ça c'est le seul truc sur lequel l'Europe est en position de force. Et ça, vous allez trouver d'un côté Bosch et surtout ST Microélectronique, qui est le géant franco-italien du microconducteur, qu'on a retiré de tous les autres marchés, mais qui par contre là-dessus se porte très bien. Donc le microconducteur, le microchip comme ça, c'est les chips à $1 quelque chose que vous allez trouver dans tous les objets. Dans une bagnole, vous en allez en avoir 40. Dans tous les bidules qui ont un écran, en général, c'est un microchip. Dans la Mac Air, vous allez trouver un F411 de chez ST Microélectronique, voilà, où vous allez pouvoir trouver, vous avez une enceinte Bluetooth dégueulasse dont vous servez sous votre douche, là, l'enceinte à 20 balles. Votre ampli à l'intérieur, le semi de l'ampli, ça va être soit du ST, soit du Texas Instruments, quoi. C'est l'un l'autre, quoi. Cet ampli qui est un chip qui a été payé $60 60 centimes par le constructeur, un truc dans ce goût-là. Donc voilà, le plan est assez intéressant. Les clés USB FIDO aussi dedans. Ouais, mais ça pour le coup, c'est les clés USB FIDO, c'est pas nécessairement ST, ça va plutôt être du Gemalto ou ce genre de gens. Alors, il y a du ST dans la clé open source, je sais plus comment elle s'appelle. Oui, dans la clé open source, ouais. Parce que Gemalto, ils font pas d'open. Mais ST, en fait, t'en trouves dans plein de trucs. Et en vrai, enfin, j'aime beaucoup ST. Pour ceux qui l'avaient pas compris, je suis un assez grand fan des produits ST Microélectronique. Globalement, si vous prenez un truc comme l'Arduino, vous allez payer un Arduino Uno 20 balles. Vous aurez chez ST Microélectronique un produit de meilleure qualité, avec plus d'entrées-sorties, plus de watchdog, une bien plus grande fiabilité électronique à $10, qui est leur carte d'évaluation Nucléo, et que vous pouvez avoir en quantité industrielle, et qui, le jour où vous décidez d'industrialiser réellement,
au lieu d'avoir la Nucléo, qui est une carte d'Eval, en fait, vous prenez juste le chip et vous l'intégrez à votre construction. C'est ce qu'on a fait sur Maker, par exemple. Donc ST, ouais, c'est vachement cool. Et enfin, tu vois, par exemple, les Nucléos sont Arduino compatibles. C'est-à-dire que tout ce qu'on a codé sur le Maker, ça a été codé au début sur Arduino, et ensuite on a mis une ST à la place, et voilà, on a juste rajouté des features. De toute façon, on avait besoin de plus d'entrée-sortie. Donc, voilà. Et donc du coup, tout ça pour dire que c'est un rapport qui est assez intéressant sur les enjeux du semi-conducteur. Le semi-conducteur, c'est hyper important comme marché parce qu'en fait, tous les autres marchés en dépendent. Vous pouvez pas construire de voitures sans semi-conducteur, vous pouvez pas construire d'électroménager sans semi-conducteur, vous pouvez pas construire d'usines du futur sans semi-conducteur. Puis évidemment, ordinateur, téléphone et compagnie, voilà. Mais c'est un marché qui est capital en fait pour tous les autres. Aujourd'hui, tu as des usines de voitures qui sont à l'arrêt en Allemagne parce qu'il y a un shortage sur le semi-conducteur et que, en fait, ils peuvent pas construire de voiture, ils n'ont pas les puces. Donc, alors c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que on vous mettra un deuxième lien sur le sujet et c'est une vidéo de Linus Tech Tips qui explique un peu le shortage de semi-conducteurs vu côté US. Et un des plus gros exemples qu'il donne, c'est effectivement l'arrêt de prod des boîtes des industriels de l'automobile à Détroit, aux US. Et effectivement, toutes les lignes sont arrêtées parce qu'ils l'ont pas vu venir, quoi. Et Ouais. c'est intéressant parce qu'il montre qu'il y a des gens qui l'ont vu venir et le côté un peu mainstream l'a pas du tout vu arriver, celui-là. Et du coup, ce qui est très intéressant dans le rapport, c'est qu'il va vous rappeler aussi les différents métiers du semi. Parce qu'il y a entre 7 et 10 métiers en fonction de qui vous en parle dans le semi-conducteur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en market share cumulé, vous avez quand même une espèce de force absolue des US qui est à quasiment 40% sur la totalité du marché, là où l'Europe se balade à 11%. Et en fait, vous avez des tout petits pays, tu vois, comme la Corée ou Taïwan. La Corée, ils font 16 points, le Taïwan, c'est 12 points. Enfin, il y a vraiment une prévalence asiatique et américaine, en fait, sur ce qui se passe. Et de l'autre côté, il y a des volontés de certains pays d'y aller. Donc, la Chine a fait un énorme projet là où ils financent je crois que c'est 1200 milliards qu'ils mettent sur la table. Enfin, c'est des chiffres délirants pour essayer de rattraper les US sur le semi-conducteur. Et c'est quand même vraiment des choses extrêmement importantes. Et aujourd'hui, l'Europe est un peu à la traîne. Sur le processeur central, aujourd'hui, sur toute la partie logique, je vois pas du tout comment on va s'en sortir. Et je pense qu'il faut qu'on réussisse à camper sur nos positions sur la partie discrete. Et après, il y a éventuellement des marchés sur lesquels on pourrait aller. Donc, c'est très important ce plan. Je sais pas si le plan est de bonne qualité. J'avoue ne pas avoir regardé le plan et ne pas comprendre. Ce que je sais, c'est qu'on a encore de l'IP française là-dessus. On a de l'IP française qu'on est incapable d'exploiter nous-mêmes. Et tout ça, c'est des trucs dont on n'a pas le droit de parler quand on est au courant. Mais il y a des splendides réalisations qui ont lieu en France par des chercheurs français dans du travail public-privé français qui finissent sous IP américaine et vendus uniquement dans des produits américains, alors qu'il y aurait énormément de nouveaux produits à monter en France. Et c'est un marché qui est très intéressant. Donc, je pense que tous les ingénieurs peuvent regarder. Ça peut donner des idées, d'essayer de comprendre ce marché-là, de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est pas assez stratégisé en Europe et en France en particulier. Ouais, parce que c'est un marché qui est très tech. Comprendre la différence de marché entre le core IP, les gens qui font les wafers et les gens qui font le DA, tu vois, ça demande d'avoir un peu d'ingénierie et l'ENARC ou le polytechnicien moyen, ça lui passe 20 bornes au-dessus de la tête et ça nous donne des décisions sur le marché qui sont pas nécessairement cohérentes parce qu'il y a un moment où il faut rentrer dans une grande technologie sur ce marché-là. Je sais pas si tu as un avis là-dessus, Jérôme. J'avoue que c'est un sujet dont j'ai jamais parlé avec toi. Parce qu'on parle souvent ensemble avec Jérôme. Dans le réseau, tu dois avoir pas mal de microchips. Ah ouais, mais alors pour le coup, dans le réseau, on va surtout être sur des ASIC très pointus, qui vont être sur de l'API, très fermé. Alors coup de bol pour le coup pas 100% américain, même si Broadcom a des parts de marché absolument colossales. Sur tout ce qui est fibre et réseau IP. Sur le mobile, le plus gros de la propriété intellectuelle, tu vas la trouver chez Qualcomm et chez Huawei.
de toute façon, on garde une dépendance sur un maillon de la chaîne. Bon, je pense que de toute façon, on fera de cet épisode un hommage à la 5G, en expliquant pourquoi la 5G c'est important. La connexion de Jérôme est un hommage à l'importance des réseaux. Je pense que... Ben ouais, mais je suis pas à la maison, j'y suis pour rien. À la maison, il y a 3 fibres. Ah oui, quand même. Ah bah, c'est le métier de Jérôme. Hein. Jérôme, donc pour ceux qui ne savent pas, Jérôme est mon conseiller obscur dès qu'il s'agit de parler de data center, de réseau, de quoi que ce soit. Je prends jamais de décision d'infrastructure, moi, sans l'avis de Jérôme, en fait. Parce qu'il connaît tout le monde, tous les sites, tous les réseaux et tous les gens qui exploitent le truc. Genre, il peut te dire, là, le site est bien, mais le mec qui a la tête est tellement nul qu'il faut pas y aller, par exemple. Il y aurait des transitions faciles à faire, mais je ne vais pas la prendre. Non, oui, je vois, mais c'est pas ce qu'on va faire. Sur le shortage, la vidéo que tu as mis, elle est hyper intéressante, Laurent, parce que ça explique bien les impacts industriels d'un battement d'aile de papillon d'un côté de la planète peut foutre un bordel absolu de l'autre côté. Et je trouve que c'est une belle vidéo à regarder, c'est assez intelligent. C'est bien expliqué. Ils évacuent un peu la problématique mineure. Tu vois, ils s'étaient dit, ah là, en fait, Linus Tech Tips, c'est une chaîne de gamers. Ils parlent de grosses cartes graphiques régulièrement. Et au mois d'avril l'année dernière, ils disaient, oh là, il y aura un shortage dans la carte graphique. Et un des trucs qui avait été une des hypothèses, c'était tous ces mineurs de Bitcoin et autres cryptos qui pompaient le stock de cartes graphes dispo. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Et ils montrent un graphe où Nvidia n'a jamais autant vendu de cartes graphiques, tu vois. Et un des effets parallèles de ça, c'est peut-être que les gens se sont retrouvés coincés ces jeux. Ils se sont dit, tiens, je vais un petit peu upgrade mon setup et j'ai une carte graphique. Du coup, la demande a explosé. Et tu mets ça en parallèle avec tout ce dont on a parlé avant. Effectivement, c'est une situation un peu compliquée. Parce que non seulement il y a eu des gamers, mais il y a aussi eu tous les gens qui avaient l'habitude d'attendre 30 minutes à chaque fois qu'ils allumaient leur PC, mais que comme ils allumaient une fois par jour en rentrant pour regarder 2-3 news avant de se coucher, c'est pas un problème. Et quand on a commencé à leur demander de bosser sur leur matériel perso, bah là, attendre une demi-heure à chaque fois que tu charges un truc, ça devient compliqué pour bosser, surtout toute la journée, quoi. Alors le Citrix qui lag parce que tu comprends, si tu dois bosser de chez toi, il faut que tu bosses à coup de Citrix, quoi. Je sais pas si ça se fait encore, je dis ça, enfin j'imagine que ça se fait encore et qu'il y en a encore un peu partout, mais c'est le bureau déporté. La fameuse réaction en chaîne, il y a quand même eu en début d'année dernière beaucoup d'usines arrêtées. Et en fait, il y a plein de métiers en fait dans la chaîne de valeur du semi. Et du coup, t'arrêtes une usine, ça a des échecs en cascade, et en fait, ça déraille une mécanique qui était bien huilée, tant que tout le monde tournait en même temps. Et en fait, quand t'as des gens qui s'arrêtent à des instants T, plus des chefs de projet qui étaient dans des boîtes un peu à la papa, où on n'est pas habitué à bosser en distanciel, avec des gens qui sont retrouvés au chômage technique, parce qu'en fait, ils n'avaient pas accès à l'ERP de la boîte pour gérer les commandes, les passages, les transports, la logistique. Eh ben, je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont partis sérieusement en cacahuète à ce moment-là aussi. Et du coup, oui, je pense qu'on va récupérer, mais je pense que tout le monde de l'industrie est parti pour courir après un certain nombre de supply pendant un moment. T'as des shortages en acier, tu vois, débiles dans de la construction. C'est le même genre de truc en fait. Enfin, c'est des cascades d'usines. Il se trouve qu'il y en avait plein en Italie du Nord. L'Italie du Nord, ça a été fermé 4 mois l'an dernier. Enfin, c'était compliqué, quoi. Et ouais, dans la vidéo, il parle d'un truc un peu marrant. C'est que Intel a eu moins de problèmes que d'autres. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans que Intel, ils vendent de moins en moins. Parce que avec tous les problèmes qu'ils ont eu sur leur CPU, on s'est retrouvé. Enfin, les gens ont commencé à bouger sur AMD, etc. Alors attends, il n'y a pas eu que des problèmes. Il y a le fait qu'AMD est revenu avec une offre cohérente qui tabasse, quoi. Ouais. Et du coup, Intel, ils avaient plein de CPU en avance qu'ils n'avaient pas vendus. Ce qui fait que pour l'instant, c'est eux qui en ont le plus dans leur carton, quoi. Et du coup, là, ils les vendent, ils les écoulent tranquille. Parce qu'il n'y a plus que ça. Ok, un dernier mot là-dessus, ou si vous voulez, on passe au lien suivant. Toi, t'as du ressenti sur ton activité là-dessus, Jérôme, ou pas du tout? Sur provisioning. Clairement, ça dépend d'avec qui tu bosses.
grosso modo, sur les gros fournisseurs d'Asie, il n'y a pas trop de soucis. Chez les gros vendor network, Cisco, Juniper et compagnie, donc avec leurs ASIC à eux, de toute façon, les process de commande sont toujours longs, que les petits soucis logistiques, finalement, ils arrivent à les lisser. C'est-à-dire, rien que pour commander un upgrade de licence, On dit. Je vais meubler le temps du retour de Jérôme. Mais je pense que ce qu'il disait, c'est que de toute façon, les mecs sont tellement lents que sur les process, que de toute façon, ils arrivent à le lisser automatiquement dans leur système. Ça veut dire qu'on coupe nos caméras pour des raisons évidentes de bande passante et de pas 5G. C'est triste, mais voilà. Du coup, ouais, Jérôme, ça a coupé. Je ne sais pas comment ça donnera dans l'enregistrement, mais si tu veux nous redire un peu comment ça se passait avec... Alors, en fait, quand tu es sur de l'ASIC courant, donc typiquement du Broadcom produit à Taïwan, en fait, il y a eu très peu d'impact. Quand tu es sur de l'ASIC spécifique, sur du vendor, donc Cisco, Juniper, Nokia et autres, en fait, les process d'achat et de distribution sont traditionnellement tellement lents que des petites perturbations sur la prod sont assez faciles à cacher sous le tapis. Oui, il y a largement assez de recul. Ouais, il n'y a pas trop de problèmes. Alors par contre, au tout début, en mars 2020, il y a eu une explosion du prix sur le marché du broc, donc du matériel réseau reconditionné. Des switches qui valaient 400 balles sont montés à plus de 1500 balles. Simplement parce que là, pour le coup, il y a eu un mouvement de panique et tout le monde s'est jeté sur les valeurs refuges, les vieux systèmes qui marchent bien, et au moins ceux-là, on les connaît. Parce que il y avait une anticipation d'un mouvement de panique en fait, parce que clairement les infras allaient être sursollicités, il allait falloir augmenter les capacités, on savait pas comment les vendors allaient réagir. Donc c'est le broc qui a bien tiré son épingle du jeu en mars 2020. Et alors du coup c'est hyper intéressant. En réseau, du coup le Covid, ça vous a fait redonder encore plus de choses? Alors c'est très très variable en fonction des organisations. Clairement, tous ceux qui considèrent pas correctement leurs infrastructures, c'est-à-dire comme un centre de coût et pas comme quelque chose de structurant pour la boîte, c'est un peu la définition d'infrastructure, ceux-là, de toute façon, ils étaient en panique et au mieux, ils ont déployé des trucs à l'arrache, mais alors sans aucune sécurité, sans consolidation, sans redondance, sans rien. Voire, ils ont vu exploser le shadow IT, c'est-à-dire tout le monde qui fait des comptes partout, n'importe comment, pour utiliser des offres type cloud public en lieu et place des outils d'entreprise. Et voilà, pour consolider les identités et les workflows. Après ça va être une véritable catastrophe. Ok. Robuste, qui eux, pour le coup, ont réussi, je pense, pour la plupart, grâce à quelques bonnes intuitions et bons conseils vraiment sur une période très récente, évite à ceux dont les structures d'achat notamment et la rigidité contractuelle de leurs fournisseurs les ont empêchés de bouger et de s'adapter. Ou alors ils se sont fait plumer. Ouais, ils en ont profité. Ouais. Okay. Beaucoup. Il y a eu de la prise en otage de certains services providers. Clairement. On ne donnera pas de nom. Non. On ne donnera pas de nom. Ok, je propose d'avancer, parce qu'on en est à 24 minutes. On va passer à un article de l'informaticien.com qui suggère que l'incendie du data center Strasbourg OVH pourrait entraîner une violation de la RGPD selon la CNIL, où en gros, la RGPD vous protège contre la perte de données personnelles, et le fait que le data center ait perdu la donnée personnelle de ses utilisateurs du coup, serait une infraction à la réglementation RGPD. C'est un article très court et c'est le fond de l'article, quoi. Ouais, enfin, c'est plutôt le fournisseur de services au-dessus du DC qui, du coup, se met en infraction parce qu'il n'a pas protégé
assez que le DC lui-même, en fait. C'est pas. Ce qu'il a, c'est pas lié au DC, c'est une perte de données personnelles. Et là, le truc drôle, c'est qu'il va falloir que tous les clients OVH qui stockaient des données dessus fassent une déclaration de perte de données à la CNIL. Enfin, ceux qui ont perdu des données, quoi. Oui, ceux qui n'avaient pas géré leur plan de redondance, effectivement. Ça va pas être très drôle. Je pense que c'est ça le plus important, Quentin, ce que tu viens de dire. Tous ceux qui n'ont pas fait leur boulot vont devoir faire plus de boulot. J'ai eu l'immense plaisir d'intervenir chez TechRox dans un clubhouse hier sur comment on doit faire du PRA, du PCA et des plans de backup. Et mon intervention a été enregistrée, donc on pourra la mettre en lien puisqu'elle va être collée sur la... Tu vois. Donc quelque part. parce que si jamais il y a des gens qui se posent des questions, j'ai donné des points pratiques. Après, sur l'incendie et la violation de data, sur la violence data au niveau de la CNIL, il faut effectivement que si tu as perdu de la data, tu dois prévenir tes utilisateurs. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'incertitude parce qu'il y a des gens qui attendent le redémarrage de certaines salles. Mais je pense qu'effectivement, ça va donner lieu à une avalanche de mails dans nos boîtes mail. Après, la question, c'est comment tu préviens des utilisateurs dont la base de données d'utilisateurs était précisément sur les serveurs qu'on cramait que tu as perdu leurs données. C'est vrai que c'est une question intéressante. Sur le feu, moi j'ai eu énormément de questions de gens qui me posaient la question de comment un feu avait pu prendre dans un DC, comment c'était géré dans les DC, est-ce qu'il y avait des normes là-dessus, ce qui est particulièrement intéressant parce que le data center d'OVH qui a brûlé à Strasbourg, c'est un data center qui avait du 9001, du 27001, enfin la totale, ce qui prouve que les normes ne sont pas du tout sur la dimension incendie. Peut-être Jérôme, toi qui es habitué et qui connais bien les sites de France et de Navarre, est-ce que les DC d'OVH, c'est des DC qui sont construits, je dirais, comme les autres DC, ou est-ce que c'est des DC qui sont assez différents ? Alors, ils sont très différents. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des data centers, en fait, le data center, grosso modo, c'est une activité c'est une foncière technique à 7% de rendement. Grosso modo, c'est ça la définition du truc. C'est-à-dire, tu fais de la promotion immobilière, tu y rajoutes des machines avec des process et de l'exploitation et de la maintenance, et tu vas louer cet espace à la découpe aux exploitants des machines. OVH, comme d'autres, en fait, ils ont décidé de pousser le concept un petit peu plus loin en organisant une intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent tout de la parcelle au service, en passant par le hardware, le froid, le jus, enfin l'intégralité des sous-systèmes qui permettent de fournir un service en ligne. Donc toutes les normes qui existent pour les data centers, en fait, c'est pour les data centers dits de colocation. Le fameux tiering. Quand on dit colocation, c'est quoi ? C'est chacun amène son fromage, machin, on fait un tour pour faire le ménage et la vaisselle ? Ou ça a un autre sens, colocation, dans le domaine ? En fait, c'est location à la découpe, c'est-à-dire que tu vas louer du mètre carré et du kilowatt dans un espace qui va être réservé au sein d'un bâtiment technique aménagé correspondant à certaines normes, donc en termes de protection incendie, en termes de stabilité d'alimentation électrique, en termes de stabilité de l'enveloppe thermique et en termes de contrôle d'accès. Le tout avec de plus en plus comme facteur déterminant pas seulement le signal prix, mais en fait l'efficacité environnementale du data center, c'est-à-dire son impact en termes d'efficacité, donc la part d'énergie utilisée pour évacuer la chaleur, d'une part, et les autres impacts environnementaux, donc ça va être sur l'analyse de cycle de vie de l'ensemble des matériaux qui servent à le construire et à l'entretenir. Ouais, c'est ce qu'on appelle le PUE en fait dans le métier. Tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, ce que tu dis, c'est le data center d'OVH. En fait, ils sont pas construits du tout comme les autres DC, c'est ça ? Alors non, parce que en étant verticalement intégré et en étant tout seul chez lui, pour le coup, OVH a pu optimiser ce qui lui semblait être le plus pertinent par rapport à la conception de ses propres machines.
Et la première chose que tu fais pour innover, c'est te délier les mains des normes et best practices pluridécennales pour essayer de voir où est-ce que tu peux gratter. Et donc, le fait de remettre en cause certaines choses qu'on considère comme acquises en termes de design de data center, bah, c'est pas forcément, enfin, c'est la première chose à faire quand tu veux faire quelque chose de différent et nouveau. Donc, l'idée est bonne. Par contre, plutôt que de tout jeter en bloc, essayer d'évaluer, faire une analyse de risque, notamment par rapport au process de maintenance et de supervision des différents composants, sur ce point-là, ça aurait pu être un petit peu optimisé. Parce qu'il y a des bonnes pratiques qui existent, qui prédataient la conception de SDG2 et qui auraient pu servir précisément à éviter les problématiques qu'ils ont rencontrées. Après, donc du coup, pour être très clair pour les auditeurs, OVH, c'est quand même des gens, ils font l'EDC, ils le construisent en entier, dans lequel il n'y a que eux, et donc chez eux, c'est des machines que eux assemblent. C'est-à-dire que eux, ils assemblent les bécanes et ils assemblent leur système de froid et leur système de répartition électrique et leur système de redondance. Donc, comme vous le voyez, c'est pas du tout les mêmes deals que des data centers comme nous. On est client, par exemple, donc chez Clever, on est client de data center pour nos infrastructures en propre. On a des zones lancées au-dessus d'OVH et c'est très clair vis-à-vis des clients ce qu'on fait au-dessus d'OVH. Et on a des zones en propre. Et les zones en propre, en fait, on fait de la colocation chez des gens qui nous vendent des mètres carrés. Et là, du coup, on change plus du tout les mêmes standards parce que du coup, alors d'abord, nous, on les visite, les DC, et il faut que ce soit joli. Il faut savoir qu'il y a une espèce de surenchère dans les DC quand tu les visites et genre, et là, c'est redondé, là, c'est redondé, là, c'est redondé. Et surtout, comme il y a plusieurs acteurs qui se baladent dedans, il y a du contrôle d'accès, il y a de la séparation, il y a des choses, tu peux pas du tout les mettre dans la même pièce parce que, ce serait inacceptable d'un point de vue sécuritaire. Et donc, du coup, il y a dans le design d'un DC, vraiment, c'est des DC différents. Je pense qu'on peut le dire comme ça a rien à voir, quoi. Je pense que c'est un peu comme la différence entre tu rentres dans une chambre d'hôtel avec un certain nombre d'étoiles, ou tu rentres chez toi, où ça fait 10 ans que tu y habites, que tu as repeint les murs de façon personnelle, déjà 2-3 fois. Et enfin voilà, il y a le côté, tu es chez toi, tu as fait ce que tu veux, ou tu es dans un hôtel, tu as des process, c'est toujours propre quand tu rentres dans la chambre, mais tu n'es pas chez toi. Ouais, alors il y a un truc en plus, c'est que l'hôtel, le palace, en tant que client, ou même en tant qu'investisseur d'ailleurs, il y a peu de chances que tu aies accès à l'envers du décor, c'est-à-dire à toutes les galeries techniques, à tous les sous-systèmes qui permettent à une plateforme hôtelière de fonctionner. Dans un data center, pour en avoir visité un certain nombre, je peux dire que l'envers du décor, pour certains, c'est d'une beauté, d'une ingéniosité qui a en coupé le souffle. Pour d'autres, c'est vraiment pas reluisant et c'est à se demander comment ils peuvent être leaders sur leur secteur. Parce que quand tu choisis ton implantation, en fait, tu vas évaluer des critères de prix, évidemment, de fiabilité, de disponibilité que tu vas pouvoir évaluer, parce que tu peux bien croire le data center par rapport à son design, à ses specs, à son historique d'incident, mais c'est juste une belle promesse. Le commercial va toujours te dire que son site est le plus robuste du monde. Et puis, et il va pas forcément être transparent en fait sur l'ensemble des éléments qu'il va pouvoir te communiquer. Ou alors, il va feinter la transparence et puis en réalité dissimuler les cadavres dans certains placards en espérant que personne ne pense à ouvrir cette porte-là. Chose que certains acteurs récemment cités font avec beaucoup d'habileté. Et pour vous donner une idée, quand on visite un DC et qu'on l'audite, c'est pas une tâche qui prend 2 heures, quoi. On y va pour plusieurs jours en général. Donc, faut savoir qu'en plus, les data centers sont toujours placés dans des endroits merveilleux, genre de la périphérie dégueulasse. Donc, tu te retrouves à l'Ibis d'à côté, coincé entre un Formule 1 et un McDo et un Buffalo Grill, tu vois. Et là, tu passes beaucoup de jours à auditer le DC. Et moi, il m'est arrivé de faire des audits de DC où tout était évoqué, y compris la marque des écrous dans les baies, quoi. C'est-à-dire qu'on pouvait aller très très loin dans l'espèce d'audit de OK, où est-ce qu'on en est, pourquoi on va faire les choses, quoi. Alors, en plus, ce que tu viens de dire est vachement intéressant, parce que tu viens de dire, les écrous, on s'en fout, un écrou, c'est un écrou.
Oui, mais le problème, c'est qu'il y a aussi des normes sur les écrous. Alors, typiquement, le problème que tu vas avoir, c'est que si tu as des tiers qui manipulent une visserie de mauvaise qualité, ils vont pas forcément la serrer exactement de la bonne façon et tu vas faire de la limaille de fer. Limaille conductrice et potentiellement qui va se déplacer dans les flux d'air et qui va atterrir sur une zone conductrice, pas forcément correctement isolée, au sein d'une machine dans laquelle l'air est brassé. C'est des trucs comme ça qui peuvent provoquer des incendies. Pour vous donner, je vous révèle des secrets. Quand on a fait des audits des fois de décès avec Jérôme, il nous est arrivé de parler de décès dans des caves. Jérôme, c'est quelqu'un qui va être capable de vous dire quelle est la matière de la roche alentour. Et j'ai dit comment vous vous démerdez avec la dessiccation du sulfate dans le coin et la poussière référente à la dessiccation. Quel est votre taux de dessiccation? Parce que là, vous allez mettre du chaud dans un endroit où il n'y en avait pas. Et enfin, il y a une partie quand on évalue des décès qui est très BTP, quoi. C'est un métier où vous devez. C'est ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure. C'est du foncier, quoi. Vraiment, c'est ça. C'est du foncier et de l'allocation des legs derrière, mais c'est seulement du foncier. Alors il y a ça, et puis ça peut aller très loin. Là, par exemple, j'ai aidé à dépanner sur un projet d'aménagement d'un POP télécom, donc là pour mettre des équipements 5G en zone très dense. Tous les mecs, ils ont trouvé un local qui est une cave au moins 2 d'un bâtiment résidentiel, mais bon, il y avait vraiment que ça dans le quartier. Ils ont le power, ils ont la circulation d'air, les structures de bâtis sont saines, l'hygrométrie est contrôlée. Et manque de bol, ils sont dans un cul-de-sac au niveau des fourreaux télécom. Donc pas de redondance de fibres possible. Bon, on va faire autrement. Ah oui. Donc il y a vraiment beaucoup de critères quand tu veux monter à des niveaux de disponibilité et d'assurance élevés. Et malheureusement, ce niveau d'assurance, de certitude, c'est quelque chose que tu veux pas avoir quand tu innoves et quand tu cherches à pousser des curseurs très loin, notamment en termes de PUE. Tu prends les systèmes d'extinction ou même de détection puis d'extinction incendie, pour la plupart, ils considèrent ils partent du principe. Les techniques partent du principe que tu vas être dans un environnement clos et contrôlé. Mais comment tu fais du free cooling, donc libre circulation de l'air, dans un environnement où tu dois pouvoir contrôler la pression atmosphérique? C'est un petit peu antinomique. Donc, pour gagner sur du rendement, tu vas utiliser des technos, ou ne pas en utiliser d'ailleurs, mais qui peuvent augmenter un risque. Mais ce risque va être contrôlé, limité, par le fait que tu aies une meilleure connaissance du matériel hébergé, et donc des risques de déclenchement ou des moyens de détection possibles sur ces équipements, parce que c'est ton matos, tu l'as conçu toi-même, tu es chez toi, il n'y a pas d'équipement tiers, il n'y a pas d'intervenant tiers. Donc, c'est un pari qui est tout à fait valable. Juste rapidement, peut-être parce que les gens me posent souvent la question, on éteint comment un incendie dans des data centers, je dirais, traditionnels du marché en coloc? Tu coupes le jus et tu refroidis, ou alors tu asphyxies. Alors, refroidir, en fait, donc là, on en revient à l'adiabatique, c'est-à-dire le brouillard d'eau, c'est ce qui marche le mieux, parce que l'asphyxie, donc historiquement, avec des gaz oxydants, oxydables, donc type FM200. Maintenant, c'est interdit, donc on utilise plutôt de l'azote pour remplacer l'atmosphère et donc dégager l'oxygène pour arrêter que ça brûle. Et ça marche bien en fait sur des feux de plastique. Le problème, c'est que il n'y a pas que des feux de plastique. Donc la première chose, c'est de couper le jus pour éviter les feux électriques ou pour éviter d'aggraver le problème. Ensuite, tu as un autre problème, c'est que pour assurer la continuité d'alimentation électrique, tu as besoin de batteries. Alors, dans les data centers qui ont besoin d'homologation et de certification, les batteries, tu les mets dans un local totalement isolé, hermétique, à part et avec des mesures incendie particulières. Le dernier site que j'ai connu où il y a eu un feu de batterie, en fait, les pompiers ont défoncé le mur extérieur pour couler du béton dedans parce que c'est la seule façon de l'éteindre. Ah, les feux de batterie, c'est pénible. Juste pour ce qu'on te dit de certification et de garantie sur un site, tu parles de quel type de certification? Parce que les gens ont l'impression que la 27001, l'ISO 27001 était une certification de décès. Or, il n'en est rien. Non, la 27001, elle va concerner que ton contrôle d'accès. Donc, quand tu parles de certification dans un data center, tu penses à quoi, toi?
il y a différentes normes, plus ou moins locales, plus ou moins globales, qui vont exister. Le truc qui fait référence, mais qui est très souvent dévoyé parce qu'il y a un problème de dépôt de marque, ça va être le tiering de l'Uptime Institute. Donc ça, c'est une garantie de disponibilité. Donc, l'Uptime Institute, pour ceux les mecs qui fournissent les batteries, les onduleurs, les groupes, les PDU, tout ça. Ouais, il y a eu une légère coupure, mais l'Uptime Institute, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est une boîte anglaise qui a créé une façon de référencer les décès qui est assez connue et très utilisée. Après, il y a un problème de dépôt de marque qui fait qu'en général, les gens se déclarent tiers alors qu'ils n'ont pas été audités par l'Uptime Institute. Ils sont juste compatibles avec la norme de l'Uptime Institute en auto-évaluation. Et du coup, c'est pas exactement la même limonade. Ils se sont inspirés dans des designs préconisés, en général. Ok, je vous propose de passer au lien suivant parce qu'on reste quand même globalement dans le sujet. Donc, c'est un tweet de Scaleway. Et Scaleway parle de la journée mondiale de l'eau et veut faire reconnaître la consommation d'eau comme une mesure intéressante pour un data center, puisqu'en fait, ce serait... il y a beaucoup de greenwashing autour des data centers. En général, ça vient de l'apport d'énergie, comment il est réalisé, mais ce qu'il dit, c'est qu'il y a aussi un aspect hyper important qui est la consommation de flotte dans les data centers pour les tours de refroidissement, par exemple. Et j'avoue que j'en avais absolument aucune idée du fait que ça existait. Et je pense que, Jérôme, tu as un peu plus d'avis que moi là-dessus. Ouais, alors en fait, je dirais c'est un truc un petit peu spécifique à Scaleway, mais dans le meilleur sens possible. C'est-à-dire que ils ont investi du lourd pour faire ce qu'on appelle du refroidissement adiabatique. C'est-à-dire que plutôt que de se faire chier à compresser un gaz pour le refroidir, pour ensuite le dépendre, pour transporter la chaleur, donc le fonctionnement habituel d'une clim, à DC5, ils font évaporer de l'eau à l'entrée du data center. Donc, ils filtrent l'air, ils filtrent l'eau, ils la font s'évaporer. Et en fait, l'évaporation de l'eau absorbe de l'énergie de l'air et au final, ça permet de refroidir en juste consommant de la flotte, mais pas du tout, enfin, seulement le power pour les ventilateurs. Donc, c'est très économique. Et ça pose pas de problème là où il est installé parce que la disponibilité d'eau n'est pas problématique. Les nappes phréatiques sont plutôt bien fournies à cet endroit. Je le connais bien l'endroit, en plus c'est à 1,3 km de ma maison. Est-ce qu'il pleut plus chez toi du coup? Pardon? Est-ce qu'il pleut plus chez toi? Non, parce que s'ils évaporent de l'eau, il faut bien qu'ils redescendent, tout ça. C'était de l'humour. Mais comme il n'y a pas la caméra, ça se voit moins bien. Rien à voir. Les quantités de flotte en jeu sont pas très élevées, en tout cas par rapport à l'industrie lourde et typiquement les centrales de production d'électricité thermique. Métallurgie, t'as pas tant de flotte que ça. Non, ça va vraiment être sur sur les refroidissements des fourneaux. Mais la consommation de flotte dans la production, en fait, tu vas surtout la voir sur les cycles amont, sur l'extraction minière, sur les transformations. Donc vraiment sur l'industrie lourde. Sur le data center, aujourd'hui, le truc que tu vas faire, c'est-à-dire quand tu as des condenseurs de clim classiques et que tu te prends une canicule, 42 degrés, le soleil qui tape direct sur les condenseurs, bon bah ok, ça va les corroder un petit peu, mais tu vas les arroser avec de la flotte, ça va t'éviter de faire tourner tes compresseurs au taquet. Ça va pas fait. Et c'est de l'eau perdue. Alors, dans certains pays, pour le coup, il est assez pas fréquent, je pense que ça tend à disparaître, mais j'en ai déjà vu dans Paris intramuros un refroidisseur d'urgence dans une salle de machine qui fonctionnait à eau perdue. C'est-à-dire, tu prends de l'eau courante qui sort à 11-12 degrés et puis tu la recraches à 20 degrés dans les eaux usées. Okay. Ça, effectivement, c'est très dispendieux. Mais c'est un système d'urgence. Et c'est l'un des plus compacts possibles. Donc, par rapport à la petite surface disponible, ça paraissait être un bon compromis comme système de secours.
Ok, tu te retrouves avec les mêmes problématiques de faire monter la température de l'eau dehors. À cause Ouais, de... mais tu peux le faire de façon plus ou moins efficace. Ouais. Et en fait, si on commence à étudier vraiment la consommation de flotte des data centers, on va voir que certains n'en utilisent que très très peu parce qu'ils sont sur des systèmes traditionnels, mais pour le coup, dont les PUE sont beaucoup moins intéressants. Et puis ceux qui utilisent un petit peu d'eau, enfin plus ou moins d'eau, en fait, on va se rendre compte que c'est Scaleway qui l'utilise le plus efficacement. Ok. Donc c'est pas un trait commun. À la fin de l'article, il propose un indicateur et bon, en gros, c'est un indicateur pour les gens qui font ça et c'est pas du tout un trait commun à la plupart des décès, quoi. Non, faut bien voir que les data centers, je dirais, des trucs bien visibles, bien marketés, on peut se permettre de prendre quelques risques et libertés au niveau de la conception, et donc des systèmes, pour le coup, plus performants tels que ceux développés par Scaleway. Mais il y a une grosse partie de l'IT qu'on voit pas vraiment, mais ça va être le bancaire, l'assurance, l'État, qui ont aussi des grosses capacités d'hébergement et qui, eux, par contre, sont sur des systèmes hyper conservateurs et très, très peu optimisés. Donc, c'est là-dedans c'est chez eux qu'on va pouvoir trouver Les pas mal économies à faire. d'économies, oui, effectivement. Mais en même temps, ils vont pas chercher l'optimalité parce que c'est du risque. Ils vont pas chercher des certifications parce que ce serait de la transparence. Ils en ont pas besoin. Ils sont chez eux. Ouais, donc pas d'innovation parce que c'est du risque et pas de greenwashing à faire parce qu'ils sont à la maison, quoi. On n'a jamais viré personne pour avoir fait une stack sur Oracle Java. Je vois. Bon, ben voilà. Même principe. C'est fort bien résumé. On va passer au lien suivant. On va rester dans l'énergie et on va parler d'énergie verte. C'est un lien de Quentin Adam et on parle de plus de mix énergétique que d'énergie verte. Ouais, c'est un lien qui est très drôle en fait. Donc c'est un thread de François Dos Santos qui est un mec qui bosse dans l'énergie en fait. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que les fameuses offres dites d'électricité verte, où du coup ils vous promettent d'acheter du renouvelable et que vous achetez de l'électricité uniquement nucléaire et renouvelable avec le moins de fossiles possible. Bah en fait, du coup, c'est génial parce que ça favorise l'énergie renouvelable. Bon, en fait, que nenni, vous ne faites que de l'affectation, en fait, aux gens qui ont acheté de l'électricité verte. Donc, à eux, vous leur affectez la production énergétique. En fait, le mix résiduel des gens qui ont acheté le tout venant, bah, du coup, la part de NR se réduit dedans, tout à fait normalement. Et puis, bah, voilà, quoi. En fait, on n'a rien changé. Vous avez payé plus cher. En fait, c'est le Tarama Fauchon, si vous préférez. Vous avez acheté du Tarama premier prix, mais en fait, mais il était bien emballé. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une bonne illustration de gens qui croyaient faire de l'écologie alors que bah non en fait. Enfin, genre... Tu peux mettre un logo sur ton site parce que t'as acheté du mix bien, quoi. Je suis sponsor du mix mieux. Ouais, mais en fait factuellement, si tu veux, tu ne changes rien au mix. Ah mais je suis bien d'accord. C'est un QoS pété sur l'énergie, quoi. Bah, disons que c'est une vision d'économiste de la physique. Les mecs se sont dit que s'il y a un signal prix, ça va flécher les investissements et donc ça va accélérer le développement des renouvelables parce qu'il n'y a que tant de renouvelables produits et que si tu veux vendre du certificat renouvelable, bah c'est pas comme de la fabrication de masse monétaire. Tu peux pas juste imprimer des certificats verts. Il y a un moment, il est censé avoir des autorités de contrôle qui vérifient que la somme de la consommation est égale à la somme de la production ou pas. J'aimerais bien avoir des chiffres là-dessus. Mais alors, moi, ce que j'aimerais bien d'ailleurs, et je trouve très dommage qu'aucun fournisseur d'énergie n'ait osé le faire, c'est que je veux un abonnement certifié 100% nucléaire. C'est 100% décarboné, quoi. C'est ça. Comme ça, je pourrais me racheter une voiture à pétrole. Mais ce serait possible de le faire ou tu te retrouverais pas dans la même situation que finalement c'est juste que tu
t'appropries une partie du mix, tu diriges une partie du mix vers chez toi et pas autrement. Je ne sais pas si c'est très clair. Bah, si tu veux, de toute façon, les électrons, ils sont pas notés, tu vois, genre, il n'y a pas la provenance de l'électron dessus, tu vois, donc à un moment serait donné, que de l'encouragement, ce serait que de l'encouragement commercial, en fait. Ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, pour moi, tout ça, c'est vraiment une espèce de vision en fait, ça m'énerve beaucoup, moi, cette espèce de pression qu'on fait passer sur le consommateur, sur l'écologie, alors que la consommation énergétique elle est avant tout collective, et c'est essentiellement des décisions collectives, et essayer d'expliquer en permanence aux gens que c'est de leur faute, enfin, c'est tellement une idée de McDonald's, ça m'énerve. Enfin... Voilà, c'est pas une méthode nouvelle. On rappelle que Coca-Cola faisait de la pub pour le recyclage, alors que les mecs faisaient des bouteilles en verre, qui est le seul contenant recyclable, entre guillemets, de manière infinie. Et quand ils ont sorti des canettes, ils expliquaient aux gens qu'il fallait faire attention à ces canettes, quoi, alors qu'ils auraient pas continué à faire du verre, tu vois. Je vous mets l'article de Monsieur Chamaillou qui est paru il y a quelques années à la suite, comme ça il sera dans les notes de l'épisode. Voilà. Ok. Bon, Jérôme, alors comme ça on pose plus de fibre électrique. Fibre optique. C'est l'article suivant. C'est un article alarmiste sur oh mon Dieu, on peut plus déployer de fibre parce qu'on n'a plus de poteaux. Voilà. Donc je pense que tu as un avis très fort là-dessus. Ah, mais c'est très très drôle. Y a un truc qui est génial en fait avec ces histoires de poteaux. C'est que j'aime pas le dire, mais les mecs, on vous l'avait bien dit. Un truc qu'il faut se rappeler, c'est que les poteaux, ça fait quand même un bout de temps qu'on les a déployés. Hein. Le gros déploiement du cuivre, c'était dans les années 70. En fait, il s'est passé un truc marrant, c'est que c'est à peu près au même moment ou peu avant, pardon, on a déployé de l'électricité un petit peu partout sur le territoire. Alors, les régies d'électrification qui étaient gérées par des établissements locaux, hein, donc c'est des mairies, des syndicats d'électrification, les plus gros étaient départementaux. Ils ont systématiquement fait le choix de poteaux en béton. Mais dans le déploiement du réseau téléphone centralisé à Paris au sein de la Direction générale des télécommunications, il y avait qu'un seul mec à aller voir pour dire ah mais tu sais, le bois c'est écolo, ça fait travailler les circuits courts, la sylviculture française et tout ça. Et finalement, par quelques jeux de lobbying, la Direction générale des télécommunications a décidé de déployer des poteaux jetables, c'est-à-dire on savait très bien qu'ils avaient une durée de vie de 30 à 40 ans, plutôt que de faire du durable en béton. Et donc ça, c'était dans les années 70, donc ça fait 50 ans. Et il y a des poteaux qui ont été déployés à l'époque qui n'ont jamais été remplacés. Donc on commençait à pourrir. Et entre-temps, on a privatisé la boucle locale cuivre. Et on est passé donc d'un service public, d'un établissement public, à grosso modo une boîte qui avait strictement aucun intérêt à faire de la maintenance préventive sur son réseau, si ce n'est des obligations réglementaires. Et donc, il y a un moyen très simple en fait pour réduire les coûts d'entretien et de déploiement du réseau, c'est de le faire, pas subventionner, hein, ça c'est un mot tabou, mais c'est de s'arranger pour que la modernisation, l'expansion, le déploiement du réseau se fasse à l'initiative de la collectivité territoriale. Et donc, tu laisses le réseau pourrir suffisamment pour provoquer de la frustration pour, au final, te faire payer le remplacement de tes poteaux par de l'argent public. Ça, c'est un petit peu la stratégie d'Orange avec les collectivités territoriales. Bref, le truc, c'est que les collectivités territoriales sont exsangues. Elles n'ont pas les budgets pour ça, que les plannings de maintenance ont pris du retard, et que entre-temps, faut bien reconnaître que la filière sylvicole française n'avait pas vraiment prévu le coup et qu'elle est plutôt pas en bon état de marche. Donc, être capable de produire suffisamment de poteaux, c'est pas forcément simple. Mais c'est pas seulement de les produire, c'est aussi de les déployer.
que tous les lignards, les 40 000 lignards qu'on avait embauchés dans les années 70, avec la promesse d'un emploi à vie en plus, pour déployer ça fait combien déjà, 8 ans, je crois. Enfin, bref, un projet pharaonique de création de plus de 20 millions de lignes cuivre. Là, sur le projet France Très Haut Débit, on table sur quoi? 15 000 et on veut le faire en 3 ans. Les mecs, il va falloir atterrir un peu. Hein. Un chantier de cette taille-là, ça se fait pas en payant des cascades de sous-traitants au lance-pierre et seulement 15 000 pour faire un travail qui en a pris 40 000 il y a 50 ans. C'est du travail de terrain. Hein. C'est pas il n'y a pas d'automatisation dans ce métier-là. Donc voilà, la situation, c'est pas tant la pénurie des poteaux, c'est le manque de main-d'œuvre, le bordel organisé, tous les problématiques qui étaient faciles à anticiper, qui ont d'ailleurs été documentées notamment par le référentiel fibre commun aux alentours de 2008 et que l'agence France Très Haut Débit a décidé d'ignorer. Voilà, ça nous mène à une situation catastrophique sur le déploiement de la fibre. Et finalement, les poteaux sont un prétexte parmi d'autres. Peut-être qu'il y a une pénurie, peut-être que c'est juste un prétexte. Ça importe peu. Il faut juste se rendre compte que on a voulu, le politique a voulu un déploiement dopé aux amphétamines, donc faire très vite avec très peu de moyens. Et donc, au final, le réseau va être mal déployé, mal dimensionné, mal conçu et bon à refaire dans 10 ans. Voilà l'histoire de la fibre en France. Vous l'avez dit, hein, l'infrastructure, c'est un métier. Et l'infrastructure... Petite précision quand même, ça concerne le FTTH, c'est-à-dire la boucle locale optique mutualisée. C'est totalement différent sur la boucle locale optique dédiée, donc qui sont des offres orientées, entreprises, collectivités, enfin des trucs un peu haut de gamme. Mais pour le coup, il faut rajouter un zéro sur le prix. C'est pas les mêmes réseaux. Sur le FTTO, tout va bien pour l'instant. Ouais, mais c'est parce que c'est pas les mêmes modèles de financement. C'est pas l'argent public. Ça va pas directement. Moi, ce que je trouve important là-dedans, c'est d'expliquer que l'infrastructure, c'est quand même pas un sujet hyper simple, quoi. Et à un moment, faire de l'infrastructure sans mettre les ingénieurs dans la boucle, ça donne des catastrophes, quoi. Puis on rappelle que quand il n'y a plus d'infra, il n'y a plus rien qui marche. L'infra est une condition à l'exécution d'un métier et en absence d'infra, vous ne pouvez plus exécuter votre métier. Et là, c'est une condition d'exécution de beaucoup de métiers. Et l'infra, surtout, c'est des sujets... c'est des sujets sales, quoi. C'est du BTP, tu vois, c'est pas des sujets... Tu veux dire que la French Tech ne s'intéresse pas à l'infra? Quand tu débarques dans les réunions de la French Tech et que tu commences à dire, alors, il faudrait qu'on parle d'un sujet infra, là, tu sens bien... t'es le techos qui vient faire chier tout le monde, tu vois, genre tout allait bien jusqu'à ce que tu débarques et tu dis, alors là, on a quand même un problème. Là, t'emmerdes tout le monde, alors que le sujet est quand même primordial pour que tout le monde puisse faire son business dans la pièce, quoi. Mais non, tu comprends, il faut qu'on puisse valuer une boîte à la quantité d'utilisateurs non payants qu'elle a, et du coup, ça ne nous intéresse pas, ce modèle. L'infra, ça se finance. Est-ce qu'on peut rapidement parler aussi du financement de l'infra? Je sais que Jérôme, tu connais un certain nombre de fonds qui font ça. Aujourd'hui, les grosses infras, notamment les infras d'FTTO, en fait, pour finir, elles sont quand même financées public-privé avec une grosse partie de secteur privé. Et en fait, maintenant, c'est des fonds qui ne font que ça, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on en revient d'ailleurs au data center aussi, puisque c'est généralement les mêmes fonds qui s'intéressent à la boucle locale optique dédiée et au data center. Je vais pas les citer, mais ils sont assez faciles à trouver. En fait, il y a un phénomène depuis alors un petit peu avant 2008, pour être précis, comment dire. Les fonds ont un énorme problème, c'est qu'ils savent pas quoi faire du pognon. Habituellement, un fonds, ça prend un petit peu d'equity, c'est-à-dire des parts dans des boîtes à fort potentiel pour les essorer de 15% de rentabilité, et puis ça va garantir le capital de ceux qui abondent au fonds en prenant de l'obligation d'État qui va être faiblement rémunératrice, mais zéro risque.
Avec des obligations d'État à taux négatif, le problème, c'est que tu vas te retrouver pour pouvoir faire du rendement, pour pouvoir garder ton fonds actif, tu vas être obligé de prendre de plus en plus de risques ou d'augmenter la part de participation risquée sur l'ensemble du fonds. Et donc, tu vas passer de 80% de garantie et 20% d'equity à peut-être du 50-50. Et donc, en fait, ça a libéré une quantité de pognon de dingue pour quelque chose qu'ils considèrent comme un asset. C'est-à-dire, une infrastructure, c'est un asset. Elle peut pas disparaître du jour au lendemain. On est sur des cycles d'investissement longs et elle produit une rente. Une rente qui plus est de situation, puisque il va y avoir 2, 3 grands max. Alors, à Paris, il y a une dizaine de réseaux optiques dédiés, mais peut pas y en avoir plus. De toute façon, il n'y a pas assez de place sous nos pieds. Donc, tu sais que tu peux avoir au moins 5% de part de marché si tu fais ton travail correctement. Donc, c'est du revenu garanti, d'une certaine façon, sur un asset qui ne disparaît pas. Et donc, les fonds sont extrêmement friands de data center et de fibre optique parce que ça a presque le niveau de garantie d'une obligation d'État, mais avec une rentabilité potentiellement largement plus élevée. Et donc, et ça se revend bien. Et ça se revend très bien. Alors moi, pour le coup, des opérateurs qui ont déployé de la fibre dans quelques agglomérations, j'ai aidé à en démarrer beaucoup, dont certains ont revendu assez récemment. Et alors, je sais pas, grosso modo, quand tu es un fonds, tu vois une boîte, la méthode d'évaluation classique, c'est tu prends les EBITDA et puis tu as un multiple qui est quelque part entre x7 et x15 en fonction de l'activité et du marché. Et x15, ça paraît déjà beaucoup, hein. On est d'accord? Ouais, x15, c'est énorme même. Ok, j'en ai vu un partir à 35, un opérateur de fibre. À x35 sur les EBITDA? Ouais. Oh, putain. Les fonds sont fous. Ouais, ils cherchent un petit peu le air liquide de la tech, là. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'ils cherchent le truc increvable qui peut que bien marcher et ils sont prêts à le sécuriser en dumpant tout un gros tas de pognon. Mais c'est une stratégie qu'on voit aussi, nous, de près dans le cloud. C'est-à-dire que les gens achètent un marché à très très cher parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le garder longtemps et que ça finira par être rentable. Ouais, alors en fait, le problème, c'est que c'est complètement con parce que il y a une particularité en France, c'est que les infrastructures d'accueil, donc les poteaux et les fourreaux historiques, sont accessibles aux opérateurs privés via une offre régulée. Donc c'est ce qui a permis l'explosion en fait du déploiement de fibre optique, que ce soit BLOM ou BLOD en France. C'est pour ça qu'on est vraiment en avance en France par rapport à beaucoup d'autres pays où chaque opérateur doit faire ses propres tranchées. Le problème en fait, c'est que les conventions d'occupation, elles sont précaires. Donc les mecs, ils achètent un asset pour 30 ans. Légalement, contractuellement, ils peuvent se faire foutre dehors du jour au lendemain. Donc bon, c'est pas très intelligent. Effectivement, ça n'encourage pas à faire du business long terme. Mais oui, mais c'est te dire à quel point les fonds sont fous. Ils n'ont pas compris ce qu'ils achetaient. Ça aussi, on a eu l'occasion de s'en rendre compte par notre métier. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ça. Enfin, on a souvent ces discussions-là. Peut-être on peut en faire la promo rapidement. Il y a un groupe qui existe avec une mailing list active depuis très longtemps et des événements de grande qualité qui existent, qui s'appellent le FRNOG et qui sont les gens qui globalement font du réseau en France. Et c'est quand même un groupe qui est très intéressant si vous voulez en apprendre plus sur l'infrastructure française. Il y a un truc à bien comprendre en fait, c'est que tu as les faiseurs de réseau et tu as les diseurs de réseau. C'est-à-dire que tous les gens qui vont dans les comités théodules de régulation, de planification, de stratégie, de gouvernance et tout ça sont essentiellement des juristes, des marketeurs, des communicants. Il y a quelques anciens techniciens reconvertis, mais ils sont pas bien représentés généralement dans ce genre d'organisation. Et pour le coup, FRNOG, donc le French Network Operator Group, est traditionnellement un endroit où on cause surtout de technique et où les cravateux sont officiellement les pas bienvenus. Bon, ça s'assouplit avec les années, mais c'était un petit peu l'idée de départ.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de sponsors pour les trucs comme ça, donc on laisse les cravateurs rentrer. C'est ça. Ouais, aussi qu'il y a des gens qui étaient pas cravateux à la base et qui le sont devenus avec le temps parce que. Aussi. Et ce qui est pas nécessairement mal, hein, parce que tu vois, Non. ils amènent à la cravate ces lettres de noblesse dans le métier, ce qui est pas nécessairement une mauvaise opération pour tout le monde. Tout à fait. Moi, j'essaye un petit peu de faire le pont entre les deux dès que j'en ai l'occasion, mais faut reconnaître que C'est bien d'avoir des champions avec nous dans les hautes sphères, en fait. C'est ça qui est très très bien. Quand je dis hautes sphères, c'est dans les sphères cravateuses, pour être tout à fait transparent. Alors, je veux dire, dans les infrastructures numériques, pour le coup, on a une chance énorme. C'est que on a une femme de terrain qui vient d'être nommée à la présidence de l'ARCEP. Donc c'est Laure de la Rodière. Peut-être que vous vous souvenez, mais Jérôme et moi avons eu le plaisir de co-signer une petite tribune sur la nomination à l'ARCEP qui était initialement prévue, où on n'était pas nécessairement en phase, je dirais, avec ce qui avait été prévu. Et du coup, Laure de la Rodière a été nommée à l'ARCEP. L'ARCEP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une présidence de 5 ans qui est non révocable. Alors l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des télécoms. Déjà. Des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Pour être précis, c'est un mandat de 6 ans sur nomination. Donc la présidence du collège est nommée par le président de la République sur proposition du Premier ministre pour un mandat de 6 ans non renouvelable, non révocable. C'est-à-dire que c'est une autorité administrative indépendante qui n'est pas soumise à une pression politique. Ça, c'est la théorie. Voilà, une fois qu'on a dit ça. Bon, et donc, le projet initial, là, je vous ai parlé un petit peu de comment on en est arrivé à cette débâcle sur le déploiement de la fibre. En fait, ils avaient prévu de nominer le coupable de tout ce bordel à la présidence de l'ARCEP, à la base. C'est pour ça qu'on n'était pas trop d'accord. Mais du coup, c'était quelle fonction est-ce qu'il occupait pour être coupable de ça? À l'agence du numérique, à Bercy pendant un moment, à l'autorité de la concurrence avant ça. Enfin non, c'était pas c'est le conseil de la concurrence à l'époque. Enfin voilà, un parcours de haut fonctionnaire assez classique. Et maintenant, il est l'IRCAP dans un sinistre. Je vois. Eh bien, on écoutez, fait des amis là, je pense. Ouais, est-ce que ces gens nous écoutent? En tout cas, Laure de la Rodière, j'avoue cool. douter. Moi, j'étais assez content de l'avoir vu, notamment dans une émission sur la chaîne parlementaire où était invité aussi Quentin Adam, ce qui m'a fait découvrir en fait l'appétence tech qu'avait Laure de la Rodière, et ça fait plaisir en fait d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, quoi. Non seulement elle s'y connaît, mais elle sait mobiliser les troupes et c'est une grosse bosseuse. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était en 2008. C'était dans un bar dans le deuxième ou dans le premier. Non, c'était dans le premier à Paris, où en fait on se faisait une soirée pour fêter l'enterrement de la première tentative de passage de Adopi. Ah. C'est vrai qu'elle a été très très engagée sur la tentative de buter Adopi, avec vraiment un beau travail de sa part sur le sujet à la grande époque. C'est-à-dire qu'en face, tu avais Albanel qui parlait de pare-feu open office, il faut se rappeler quand même. En face, c'était très compliqué. Ouais. En face, c'était vraiment très très compliqué. Et vous savez où est Boss maintenant? Albanel? Ouais. Non. Chez Orange. Ouais, oui. Ouais, alors il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, tous les fournisseurs d'accès voulaient devenir fournisseurs de contenu aussi, évidemment, ça faisait partie de leur grille, quoi. Fournisseurs de contenu, donc protégés, du coup, Adopi, tout ça. Et on rappelle que la boîte de surveillance qui a gagné l'appel d'offres pour surveiller les gens d'Adopi était financée par un monsieur qui s'appelle Thierry Lhermitte. Donc voilà, si vous téléchargez les films des bronzés que vous faites gauler par la Adopi, c'est normal. Donc la boîte qui s'appelle Trident Mediaguard. Et qui est nantaise.
Et qui est nantaise et qui, à une époque, avait un gros problème de voisinage parce que ses bureaux étaient littéralement à côté de ceux de l'Alliance Libre à Nantes. Et je vais pas vous mentir, entre les mecs d'Alliance Libre et les mecs de TMG, l'ambiance était pas ouf. Ça doit être assez amusant. Ah ouais, il y avait un couteau il y avait à côté un couteau tiré. Ouais. L'ambiance était vraiment dégueulasse. Bon, on va arrêter de se faire des copains. On va passer quand même au lien suivant parce que là, on va vraiment déraper. Judu. C'est une annonce qui sera annoncée demain en fait. C'est ça, une pré-annonce, on pourrait dire. Demain, OpenSSL annonce une mise à jour, la 1.1.1K, voilà, qui doit faire suivre à la 1.1.1 la lettre qui est avant K. J. B, C, D, J, ouais, c'est ça, merci. On est le soir, c'est compliqué. Et donc voilà, ils annoncent quand même un fixe de sécurité. Ils disent pas ce que c'est, mais ils disent que c'est high. En termes de problème de sécurité, c'est très élevé. Donc, si vous entendez ça dans les temps, mettez à jour OpenSSL le plus vite possible. Enfin, à partir de demain, quoi. Dès que vous voyez que la 1.1.1K est disponible, mettez à jour. Nous, a priori, ça va être journée et soirée mise à jour et redéploiement demain. Ouais, ça sent la mise à jour OpenSSL. En plus, c'est toujours agréable. Tu dois recompiler tout le système. C'est un vrai bonheur à chaque fois. Donc voilà, si vous voyez vos applications Clever redémarrer demain, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Oui, sachant que le demain risque d'être aujourd'hui, vu la complexitude qu'on a aujourd'hui de montage et que t'es parti pour t'emmerder un peu sur le montage, monsieur Doguin. Je vois pas de quoi vous parlez. Donc oui, le 25, on est le 25 demain. Nous sommes le 25 mars 2021. 24. Voilà. Et c'est le moment de vous dire que RustLS, c'est quand même vraiment mieux. On dit Russell. Ok. Également un lien de Julien Durillon. Absolument. Une grande nouvelle pour tous les utilisateurs d'SQLite qui n'aura pas être une base de données embarquée. Alléluia, comme on dit dans certains milieux. SQLite, je ne sais pas trop comment ça se dit, on va dire SQLite. 3.35 est sorti avec un certain nombre de nouveautés. Genre essentiellement, il y a 4 nouveaux trucs. Il y a des nouvelles il y a des fonctions mathématiques. On peut faire des racines carrées, des logs, des puissances, des cosinus. Enfin, ils ont implémenté plein de fonctions mathématiques. Voilà, ça c'est pas trop le truc qui m'intéresse le plus, en tout cas dans mon usage. Ils ont implémenté un truc intéressant qui est le mot-clé returning. En fait, quand vous faites du delete, du insert ou du update, vous pouvez demander à ce que votre requête d'update, en fait, enfin, dans les 3, on met à jour quelque chose, vous retourne la nouvelle valeur. Et ça peut être intéressant quand vous avez des lignes, enfin des colonnes, des champs dans votre table que vous autogénérez. Et donc, comme ça, vous pouvez retourner directement les champs qui ont été générés sans avoir à refaire une deuxième requête. Il y a des... Comment on appelle ça ? Une façon d'optimiser les CTE, c'est les Common Table Expression. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des requêtes SQL, mais en gros, vous pouvez faire with un nom as une requête et ensuite faire un select à partir du résultat de cette requête. Donc, ça vous permet de faire des requêtes. Voilà. Mais en fait, dans certains cas, si vous utilisiez plusieurs fois le nom, enfin la requête que vous aviez créée, là, votre Common Table Expression, c'était recalculé à chaque fois par SQLite et avec un mot-clé qui s'appelle Materialized, vous pouvez requêter plusieurs fois en fait. Et ça va rester, voilà. Et comme ça, on fait qu'une seule fois la requête, surtout pour les grandes tables, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est pas mal côté pair. Et sinon, la grande nouveauté qui, moi, m'excite beaucoup, c'est le fait de pouvoir supprimer une colonne dans une table. Je ne sais pas si vous avez déjà dû écrire des scripts d'évolution de votre DB, mais en fait, la création quand on veut supprimer une colonne, on est obligé de créer une nouvelle table sans la colonne avec un nouveau nom, de désactiver toutes les options de, comment on appelle ça, de foreign key, de trucs comme ça, enfin tous les trucs qui vont vous empêcher qui sont censés vous empêcher de faire des bêtises. On désactive tout, on crée une nouvelle table
sans la colonne qu'on a envie d'enlever. On copie toutes les données dans la nouvelle table. On supprime l'ancienne table, on renomme la nouvelle table comme l'ancienne table et on réactive tous les foreign keys, c'est un petit peu relou quand même. Tous les checks. Et du coup, ça fait écrire des fichiers de migration de base de données énormes. Dès qu'on veut supprimer une colonne, en fait, on est obligé de se taper énormément de SQL. Donc, ça se fait à coup de copier-coller. À force, on prend l'habitude. Mais juste, voilà, le fait de pouvoir supprimer une colonne quand on altère une table. Attends, juste, ce qui était marrant, c'était de dire que, genre, pendant longtemps, la vision était de dire, genre, SQLite s'appelle Lite pour une raison, genre... cette fonction-là nous intéresse pas. À chaque fois, c'était la grande réponse de SQLite. Et peut-être quand même pour que les gens s'en rendent compte, parce qu'on parle de SQLite et les gens se disent, je m'en sers pas. Les gains que vous faites dans SQLite, notamment en perf, etc., vous allez en général en bénéficier dans d'autres produits. Parce que SQLite est utilisé under the hood dans énormément de produits, y compris d'autres bases de données où souvent tu as des métadatas de stocker dans un SQLite en local. C'est-à-dire que vous utilisez un serveur de BDD XYZ et en fait derrière il y a le moteur SQLite qui tourne. Donc en fait vous vous en rendez pas compte, mais c'est quand même une librairie qui est utilisée low level par énormément de gens. Genre OpenConcerto, par exemple, qui est un ERP avec lequel je joue un peu et du coup c'est basé là-dessus. À mon grand désespoir. Et si vous aviez prévu à un moment dans votre vie de vous dire on va sérialiser des trucs sur le disque, je vous conseille quand même de jeter un œil à SQLite. Ça vous évitera peut-être des problèmes d'écriture concurrente et trucs comme ça, parce que ça le gère quand même beaucoup mieux que deux de tes processus qui essayent d'écrire dans un fichier JSON, par exemple. En même temps. Voilà. Est-ce que c'est mieux qu'HSQLDB ? C'est différent, parce qu'HSQLDB, c'était pas plus du key value, ou je confonds avec quelque chose. Tu pouvais faire du SQL avec. Hein. D'accord. Ouais. Mais voilà, le drop colonne, ils annoncent que c'est long à faire comme opération parce qu'en fait, ils réécrivent tout le fichier. En fait, il faut écrire le fichier en entier avec des trucs en C'est ça, mais c'est plus court à écrire. Et en fait, normalement, on l'exécute qu'une seule fois, le delete colonne, c'est-à-dire qu'on a nos migrations de DB et on les exécute une fois et c'est fini, quoi. Mais c'est juste, faut savoir que ça va prendre un peu de temps à ce moment-là. Sinon, j'ai outé sur Twitter qu'on enregistrait avec Jérôme aujourd'hui. Donc, il y a une série de questions qui sont des trolls que je te laisse aller lire, Jérôme. Mais sinon, il y a des gens qui posent des questions pertinentes. Est-ce que tu as le chiffre de la conso électrique totale des décès de colocation en France ? Non, je n'ai pas le chiffre. J'ai une estimation et on est à peu près à 2,2 gigawatts certains et par rapport aux chiffres pas connus, grosso modo, alors uniquement colocation publique, je parle pas des data centers, banque, assurance et autres. Il y a à peu près 600 mégawatts de variables. Ok, t'aurais pas un PUE moyen sur la France ? Il y a des gens qui posent cette question-là aussi. Non, trop compliqué. Non, mais en fait, je pense que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, et puis c'est pas forcément une valeur qui est hyper intéressante. C'est vraiment l'enveloppe totale du data center qui va être intéressante, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, la consommation de services que tu vas faire tourner dans CDC, si tu te mets à les coder correctement, quoi qu'il arrive, tu les divises par 4. Le plus gros problème aujourd'hui, il n'est pas dans l'efficacité de l'infrastructure, il est dans l'efficacité du service. La bande passante et le compute gaspillé par des mecs qui écrivent des requêtes imbriquées dans des requêtes avec des ORM qui vont tout charger en RAM ou qui vont faire des pages bourrées d'animations, de scripts et de CSS pas minifiés, et qui se retrouvent avec des pages web de 20 à 80 mégas. C'est ça qui fait le gaspillage énergétique. C'est pas les 5% que tu vas gagner sur un PUE sur lequel tu vas devoir investir quelques millions. De toute façon, je pense qu'on va essayer de travailler un peu sur les recommandations qu'on pourrait faire en informatique durable, parce que du coup, ceux qui ne savent pas, Jérôme et moi, on fait partie du même groupe qui s'appelle les numéristes atterrés. On est assez atterrés par un certain nombre de choses qui se décident aujourd'hui, et notamment la volonté de créer de la bureaucratie verte tous les coins de rue pour soi-disant économiser de l'énergie alors que les mecs en gâchent
parce qu'ils comprennent absolument pas de quoi ça parle. C'est le problème de mettre des sociologues au lieu des techniques à gérer des sujets quand même. Et du coup, Les sociologues sans technique, tu vois. Je ne dis pas qu'il faut pas du tout de sociologue, c'est de pas avoir du tout de technique, ce qui est encore plus chou, quoi. oui, parce qu'il y a des questions qui sont quand même très techniques, tu vois, sur lesquelles la réponse sociologique est quand même relativement peu pertinente. Et du coup, on va essayer de travailler plusieurs sujets. Je pense que vous aurez des nouvelles de nous sur Twitter incessamment sous peu, mais on essaie de rencontrer des gens qui pourraient éventuellement avoir des idées pertinentes sur le sujet. C'est-à-dire que si vous interdisez Webpack, c'est bien déjà. Ouais, alors faut savoir quand même la petite historique derrière ce groupe. On n'est pas très nombreux pour l'instant et puis c'est un petit peu off. C'était en réaction à la publication des chiffres du Shift Project sur l'empreinte de la vidéo en ligne, il me semble, à la base. Et en fait, j'avais refait le calcul sur un coin de nappe et j'arrivais à un delta d'ordre de grandeur de 1 pour 20. C'est-à-dire qu'au minimum, même en prenant toutes les marges d'erreur en leur faveur, ils annonçaient un chiffre qui était 20 fois trop élevé. Ça, c'est juste avec les calculs, avec les mesures que j'ai pu faire au cours des années. Et il se trouve qu'il y a des mecs qui sont allés plus loin que moi, et ce calcul de coin de nappe, qui sont arrivés, je sais plus si c'était 1 pour 27. Quentin, tu te souviens? Ouais, voire un peu plus gros. En fait, Ouais. le truc, c'est que ça dépend toujours au moment où tu acceptes quelles études tu acceptes. Parce que moi, j'ai commencé à faire le calcul où tu rentres dans chaque étude que tu re-questionnes à chaque fois. Et en fait, moi, j'ai fait ça sur une des études de Green Spector et je suis arrivé à un delta d'erreur entre 1 et 700. Tu vois, donc, entre 1 et 700, en vrai, le temps que tu as passé à rédiger ton offre, ton étude a été très mal consommé, quoi. Et donc pour le coup, les derniers chiffres donc d'une étude vraiment sérieuse, étayée, avec une bonne cohorte d'échantillons, a été reprise et mise en avant par l'Agence internationale de l'énergie. Donc pas vraiment d'étanche. Et donc en fait, on a un think tank qui peut être très pertinent sur certains sujets, sur des relations énergie et climat. Qui a fait une petite excursion sur le numérique, un sujet sur lequel il n'avait aucune compétence, qui a dit des absurdités, mais des absurdités sur un sujet qui se trouve être le véhicule de la plupart des opinions et diffusions de ce genre d'informations. Et donc, en fait, ils ont tellement buzzé là-dessus qu'ils ont été repris, cités et qui se sont vus commanditer d'autres rapports liés au numérique. Donc, en fait, ils ont fait des putaclics. Le Shift Project est une putaclic. Alors, on dit aspiralien. Oui, d'accord, si tu veux. C'est très élégant. Aspiralien. Et donc, les numéristes attirés sont là pour dénoncer ce genre de pirouettes inconséquentes et opportunistes, entre autres, et puis essayer de remettre un petit peu les points sur les i quand il s'agit de numérique, parce que les sujets sont tellement complexes et intriqués que c'est très très facile de dire des énormités sur le sujet. Tout en ayant des forts impacts sociétaux, parce que c'est derrière ce genre d'études qui sont complètement inconséquentes sur le poids de la data et du transfert de données sur le réseau dans la consommation énergétique, c'est des études qui sincèrement n'ont absolument aucun espèce de sens. En fait, derrière ces études-là arrivent des sénateurs, et même pas du sénateur écolo mordicus, le couteau entre les dents. On vous parle de sénateurs LR Bontin, tout ce qu'il y a de plus normaux, qui viennent vous proposer la fin des forfaits illimités en mobile au nom de ça. Et ça, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, aucun opérateur parmi les 4 gros opérateurs a été gueulé. Tout le monde se disait, tiens, on va peut-être pouvoir les retaxer comme des salopios au niveau de la data mobile. Parce que on te dit, ça va être écolo de limiter la data. Alors qu'on le sait tous, aujourd'hui, l'écologique, c'est le premier secteur de transfert carbone des autres industries vers nous. Et c'est complètement incroyable. Donc les numéristes atterrés, en fait, ils existent pour dire, attendez, est-ce qu'on peut avoir des points de vue d'ingénieurs sur des sujets de ce type-là et essayer de se poser. Donc, n'hésitez pas à contacter Jérôme ou moi si l'initiative d'essayer de remettre un peu d'ingénierie au sein de
l'optimisation écologique nécessaire de nos métiers et d'autres métiers vous intéresse, parce que on essaie de réfléchir à comment on pourrait aider des gens à faire des études plus cohérentes, parce que c'est facile de dire attendez, votre étude n'a aucun sens. C'est plus difficile de trouver des chiffres, et peut-être qu'il faut étayer le fait que parfois trouver un chiffre n'est pas la bonne option. Vous lancez dans un combat qui se bat contre le sensationnalisme, parce que c'est vraiment ça le souci. Les gens annoncent des trucs, et comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment très axé sur shame. Vous, les gens en bout de chaîne, devriez avoir honte de consommer autant. Et de fait, attaquer ce credo-là, ça donne du sensationnalisme. Et une fois que c'est dit, c'est hyper dur de revenir en arrière. Tu vois, le Shift Project s'est excusé, mais en fait... tout le monde s'en cogne, ça a été... Oui, non, mais attends, ils nous l'ont fait à la octave en mode oui, on a fait une petite boulette, on est désolé, on va corriger. Et puis en fait, l'énorme boulette qu'il y a derrière, elle est trop tard. avec les squelettes dans le placard. Voilà. Mais c'est trop tard en plus. C'est toute la problématique de ces trucs-là. Et c'est une problématique politique que tout le monde, que tu as dans tous les systèmes politiques. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sorti une connerie énorme, ça va être repris et ça va te demander un effort, une quantité d'efforts pour annuler ça, délirante. Ouais, et puis après, il y a un autre truc, c'est qu'une partie des écologistes aujourd'hui, ils sont plus gaillistes qu'écologiques. Et la réalité, c'est que ces gens-là, ils ont une vision du marché. Si tu veux, c'est des gens où aujourd'hui, leur vision est de dire il faut faire moins, et en fait, c'est une façon déguisée de faire des réactionnaires. Et en fait, la grande question chez eux, traiter les décroissants de gaïaïstes, c'est du sensationnalisme aussi, il faut se détendre un peu. Hein. Non, je te parle pas de juste les décroissants, mais si tu veux, t'as des gens, ils ont arrêté de réfléchir, et aujourd'hui, ils sont juste dans il faut faire moins, il faut tout arrêter, ils veulent juste mettre un coup de frein à main. Et en fait, si tu veux, t'as un moment, t'as des sujets chez ELV où la question, elle est, est-ce qu'on est juste des réacs, et on est anti-tout, ou est-ce qu'on veut vivre sur la planète à 7 milliards? Et je suis désolé, mais c'est pas du tout la même question. Tu vois, et trouver un moyen d'optimiser la planète à 7 milliards, ça va nous demander un peu de tech. Oui, et puis de la tech, pour le coup, parfois, à des endroits où elle est, on sait très bien qu'elle ne sera pas acceptée. Regarde, parmi les nouvelles du jour, on a l'incendiaire d'un pylône mobile qui s'est vu placé sous bracelet électronique. Hein? Bah oui, il a été condamné à 1 an ferme, peine aménagée, bracelet électronique. Ça va lui faire mal. Ouais. Bref, on s'éloigne un peu du sujet. J'imagine qu'il y aura plein de podcasts numéristes atterrés. Voilà, c'est peut-être que vous devriez vous lancer là-dedans. Nous, on continue sur le message à caractère informatique et on passe au lien suivant. C'est un lien Rust. Surprise. Alors, en gros, il y a eu un draft qui a été fait par 1, 2, 3, 4, 5, 6 devs du kernel. C'est une tentative d'avoir le support Rust dans le kernel. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir développer tout un tas de modules du kernel en Rust. Voilà. Vous devriez être beaucoup plus excité. C'est génial, quoi. C'est enfin l'entrée de Rust dans le kernel. C'est le système de build. C'est comment l'intégrer. Il y a dans les drivers, il y a eu un bout de driver écrit en Rust pour prouver que c'était possible. Enfin, il y a un vrai boulot c'est la soumission au Linux Next, donc la prochaine version du Linux, de l'intégration de Rust à l'intérieur du kernel, à la fois en build et en code et tout ça, avec des gens de différentes origines qu'on bossait dessus. Donc voilà, c'était une super bonne nouvelle. C'est hyper excitant. Faut voir si ça va passer aussi. Hein. Je crois me souvenir que Linus avait globalement dit oui, et donc si c'est quelque chose d'assez consensuel, et du coup ce qui est poussé là est quand même a de bonnes chances de rentrer sous cette forme. Donc il est très possible que la prochaine version soit la première version qui a le support du build de Rust d'intégrer dans le système. Mais pour moi c'est rentré en fait, c'est déjà dans Linux Next. Ah ouais. Non, c'est déjà dans Linux Next. C'est dans Next. Donc la prochaine version du Linux Next fait rentrer Rust en officiel. Il y a le Rust FMT, il y a tout ça. On est bien. Voilà. Donc on pourra peut-être que les Rust évangélistes pourront arrêter de dire rewrite it in Rust.
On va pouvoir réécrire le kernel progressivement en Rust. Voilà. Autre chose écrite en Rust, c'est l'outil de la semaine proposé par Quentin, ça s'appelle View, V-I-U, et c'est un truc pour voir des gifs en fait, c'est ça, tu veux recaler des gifs dans ton terminal. Non, alors pour ceux qui se souviennent, j'avais fait un talk intégralement dans le terminal où j'affichais des gifs. Et j'affichais des images dans le terminal. Et donc en fait, ça se basait sur un truc qui est le Graphic Protocol, poussé par essentiellement des terminaux dans le marché qui sont iTerm sous Mac et Kitty en cross-platform. Kitty qui est un émulateur de terminal qui utilise le GPU. Un peu comme Alacrity, Alacrity. Alacrity qui a Alacrity qui est écrit en Rust. Qui a un support, Alacrity est en Rust et qui a un support dans une des branches d'Alacrity, il y a le support du Graphic Protocol iTerm et Kitty. Et en fait, ça permet de supporter directement les images. Donc, c'est-à-dire que vous avez un vrai support des images qui s'affichent dans l'émulateur de terminal, sachant que l'outil que je vous propose là, qui s'appelle View, en fait, il est capable, s'il n'y a pas de support du Graphic Protocol, de passer sur ce qu'on appelle les half blocks, c'est-à-dire des espèces de blocs ASCII, de caractères qui permettent d'aller sur toutes les couleurs et de faire une émulation donc en chaîne de caractères de l'affichage des images. Donc pour ceux qui ont envie d'afficher même des bouts de GIF, voire des petits bouts de film ou des PNG dans leur terminal, vous avez View qui peut vous servir de front-end global sur ce sujet-là et qui est très cool. Donc voilà, c'était mon outil Rust de la semaine. Avec ça, tout le monde est content. Vous pouvez faire des talks dans le terminal. Dernier lien, c'est le futur. C'est une proposition de succession de liens de Quentin sur l'innovation et le turfu. Ouais, je vois souvent des gens pleurer en fait sur le futur en disant que c'est pourri. En fait, il y a un mec qui s'appelle Ray Kurzweil qui bosse chez Google. Qui a écrit un truc qui s'appelle le retour accéléré du progrès. En fait, ça dit quoi ? Ça dit que de façon mathématique, le progrès technique et scientifique humain ne peut être qu'exponentiel parce que chaque recherche, chaque progrès en fait rapproche le progrès suivant d'autant. C'est-à-dire qu'au moment où tu découvres le rayon X, en fait, ça va avoir plein d'impacts. Tu vas soigner des gens mieux, mais tu vas également permettre de développer la fusée Ariane, parce que pour développer la fusée Ariane, il faut faire de la haute pression, et pour faire de la haute pression, tu es obligé de radiographier tes soudures. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, chaque progrès va avoir une multitude d'implications qui va rapprocher les progrès suivants d'autant, ce qui veut dire que le progrès technologique est nécessairement exponentiel, et aujourd'hui, ça se vérifie, puisque on n'a jamais produit autant de découvertes et autant d'informations scientifiques que cette année, et ce sera vrai aussi probablement l'an prochain. Et c'est vrai, en fait, pour l'instant, tous les ans. Et là, ça m'a fait penser à ça parce que je vous ai mis un petit gif de chez Satisfying Daily où, en fait, vous avez les performances athlétiques en barre fixe qui étaient gagnantes des JO en 1912 et en 2012. Et en fait, c'est impressionnant de voir la différence et de voir comment tout ce qu'on a appris en physique et en médecine ont changé la façon dont les athlètes s'entraînent et qui fait qu'aujourd'hui, un athlète, il fait des trucs incroyables par rapport à ce que faisait l'athlète vainqueur en 1912. Et en fait, je trouve que c'est une bonne application de ça, qu'on va retrouver dans plein de sciences, et donc vous aviez les sciences nobles, mais j'ai également mis un lien qui est très amusant, qui est l'invention d'une nouvelle forme de pâte avec des ingénieurs qui se sont amusés à créer une forme de pâte optimisée pour improver ce qu'ils appellent la sauceabilité, c'est-à-dire la capacité à faire de la rétention de sauce au sein de la pâte pour que ce soit plus agréable à manger et que ce soit meilleur. Vraiment, c'est la sauceabilité. Ils disent c'est all readily sauce adhere to the shape. C'est vraiment c'est comme ça. Donc ils ont tout designé, ils ont fait des calculs, c'est intéressant. Et du coup, je vous ai mis ce lien qui était une connerie, mais en fait, ça prouve que chaque découverte scientifique, tu peux l'appliquer à des milliers de choses qui peuvent improver la vie de tout le monde. Et je trouve que c'est la grande loi. Et donc, n'hésitez pas, à chaque fois que vous apprenez un nouveau truc, à l'appliquer à un maximum de choses. La question étant, de quoi nous rapproche cette nouvelle forme de pâte ? D'une meilleure dégustation de pâtes. En fait, ça dépend comment tu aimes tes pâtes. Est-ce que tu les aimes noyées dans la sauce ou pas ? Tu vois, c'est des vraies questions quand même. Est-ce que tu manges tes pâtes avec une fourchette ou une cuillère ? Est-ce que tu peux mettre de la sauce dans ta cuillère ? Est-ce que c'est vraiment utile ?
Est-ce que tu as déjà eu une sauce un peu trop, tu vois, liquide, qui faisait que quand t'absorbais tes spaghettis, t'en collais factuellement partout, dont ta fameuse chemise blanche, tu vois. Je te rappelle que nous sommes tous les deux barbus et que du coup, ça a quand même des impacts, cette histoire de sauce de pâte. C'est vrai. Et puis surtout que la tâche est toujours au même endroit, bizarrement. Quand ça dépasse la barbe, c'est que ça finit à peu près au milieu du t-shirt. Et ouais. Une belle histoire, cette nouille. Hein. Bon, je vous propose qu'on réactive les caméras pour lancer la vidéo. Allez. Pour lancer l'audio. On va tenter. Ça, on va faire coucou aux gens quand même. Et comme ça, je peux montrer que cette fois-ci, j'ai un dé. Allez, est-ce que je mets la caméra sur le dé ? Non, la flemme. Oh non, c'est trop chiant. Allez, moi de 1 à 5, Vaxeux de 6 à 10, Judu de 11 à 15, Jérôme de 16 à 20. Et j'ai fait 11, c'est donc Julien Durillon. Ouh, en ce moment, je gagne beaucoup, je trouve. Alors, je vous propose un mash-up qui n'est pas tout récent, qui doit avoir 6 ans, 7 ans. Allez, je viens de voir l'image. Qui s'appelle Staying Alive in the Wall. Donc, c'est un mash-up, je crois que Wax, le type qui l'a fait, c'est un Français. Enfin bref, en gros, c'est un mash-up entre Staying Alive des Bee Gees et The Wall, enfin la fameuse chanson However You Just Another Break in the Wall. Enfin voilà, par les Pink Floyd. Et c'est un des meilleurs mash-ups du monde. En fait, ces deux chansons fonctionnent super bien ensemble. Je vous invite à l'écouter, c'est vraiment incroyable. Bon, à chaque fois, je suis à la fois mort de rire et à la fois je me dis mais en fait ça fonctionne quoi. En fait, c'est un génie. Ce qui prouve que toute la musique est composée avec les 3 mêmes accords. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut vous mettre le lien vers la chaîne YouTube de PV Nova qui va vous dire et si on allait tirer les 3 mêmes accords. Mais il me semble que celui qui a fait ce mashup, c'est un copain de PV Nova justement. Ok, écoute, voilà, ça fait 1h30. Merci beaucoup Jérôme d'être venu et d'avoir joué le jeu malgré le. Déjà, on t'a sorti de tes vacances et puis du coup, il n'y a pas tes 3 fibres à la maison, quoi. Donc, merci quand même. Ce fut un plaisir et j'espère que ce n'est qu'une première. Mais carrément. On va voir ce que les gens nous disent, mais c'était hyper intéressant. Je suis très content. Il y aura peut-être un fort. Où peut-on te retrouver, Jérôme ? Pardon ? Où peut-on te retrouver, Jérôme, pour ceux qui voudraient te suivre ? Alors, le plus simple, c'est sur Twitter où je suis Chihuahua_42. Chihuahua avec un W. Enfin, 2. Écoute, 42, ça nous parle. L'épisode 42 de Message à caractère informatique approche doucement. Peut-être qu'on refera appel à toi. On refera appel à plein de gens. On verra en fonction des sujets d'actualité. Ouais, ou s'il y a un autre data center qui flambe. Voilà. Sur ces bonnes paroles. On avait dit non. Calme donc tes ardeurs, s'il te plaît. On avait dit qu'on ne la faisait pas. Merci infiniment d'avoir participé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais.